beaucoup de jeunes filles qui vivent en France, qui sont issues de la diaspora, qui peuvent aller pour les vacances en Guinée, et en Guinée ou dans d'autres pays, mais puisque c'est totalement ancré en fait, pour eux, ça fait partie des mœurs. Comment ça se passe, c'est que les mamans qui ont elles-mêmes subi cette atteinte à leur corps, qui les a profondément touchées, sont les premières en fait à reperpétrer, on va dire, cette pratique. Ce qui est fou, c'est que les victimes d'hier deviennent les bourreaux de demain. Totalement. Ce qui est fou un peu dans ce... Et ça a été complètement pris par les femmes, quoi. Ça veut dire que les hommes sont exclus de ce débat, même s'ils sont complices de cet acte barbare. Et yo les gars, c'est votre gars Diata, le poète et l'esthète qui aime manier le verbe pour faire avancer. Laissez-moi inaugurer un sujet très complexe, mais très important. Toutes les 4 minutes, une jeune fille subit une mutilation barbare s'apparentant à un véritable crime contre l'humanité. De l'Afrique subsaharienne à l'Égypte, en passant par le Moyen-Orient, l'Asie ou même l'Amérique du Sud, nombreuses sont les filles qui subissent les affres de coutumes dépassées et profondément misogynes. Légitimées par certains par un respect des traditions ou par une supposée injonction religieuse, cet acte fait des millions de victimes chaque année avec des séquelles psychologiques et physiques indélébiles. Illégal en France depuis le début des années 80 et dans la plupart des pays africains depuis les années 2000-2010, cet acte continue à se faire clandestinement dans beaucoup de contrées du monde. Pour ce sujet très sérieux, j'ai l'honneur et le privilège d'être avec une femme de cœur, une femme de principe, une femme de valeur, aux mots toujours très justes et au magnifique et éclatant teint ébène. Je vous présente ma sœur de cœur et ma sœur de sang, Nesta. Bon, tu es la première femme qui fait les podcasts. Malheureusement, on avait fait un podcast avec une de mes sœurs, avec qui j'espère refaire un podcast, mais on n'a pas pu le sortir par défaut de matériel. Mais du coup, tu es la première femme qui rentre dans la team Alltown. Et je suis content de parler de ce sujet qui me tient à cœur, mais qui nous tient à cœur. Et comment tu vas déjà? Je vais très bien. Tu vas bien? Je vais très bien, Dieu merci. Et ton introduction, tes mots sont stridents. Ça m'a profondément touchée parce que c'est une thématique qui me touche aussi particulièrement. Je suis aussi honorée de cette invitation, de pouvoir être la première femme et de parler d'un sujet qui, je pense, est très important et universel. Ok. Et toi, comment tu vas? Moi, je vais très bien, merci. Je suis content d'être avec toi, de partager l'affiche avec toi. La team Alltown, les amis, il va y avoir de plus en plus de femmes. On a notre matériel. Je tiens à le dire encore. Donc là, on va pouvoir faire beaucoup plus de podcasts de qualité. Avec notre matériel à nous, on n'aura plus besoin de le prêter. D'ailleurs, un grand merci à tous qui nous ont aidés pour la première saison. Mais là, on est indépendants, entre guillemets. Donc, ma chère sœur, j'aimerais, avant qu'on commence, que je commence à introduire le sujet. Et ensuite, j'aurai pléthore de questions. J'aimerais que tu te présentes pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît. Ok. Et moi, c'est Nesta. Yes. Comment dire? Une femme aux 12 métiers. De base, je suis juriste de formation. J'ai pu être conseillère en insertion professionnelle et j'avais mon entreprise, un centre de formation qui permettait aux femmes de créer leur entreprise. Mais ce qui m'a toujours animée, c'est de pouvoir porter la voix des opprimés, de ceux qui ne se font pas entendre. J'ai toujours un esprit de révolte et je suis vite consternée face à l'injustice et je suis pour ce qui est juste. En gros, tu es pour la justice sociale, tu es pour la justice et tu es contre les injustices en somme. Ouais, voilà. Quelle qu'elle soit, elle te touche. C'est ça, exactement. Très bien, très bien. Je te remercie pour cet éclaircissement. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. C'est un sujet très sérieux. Là, il n'y a pas de ton de rigolade ou de sarcasme ou quoi que ce soit. Il faut qu'on soit sérieux sur ce sujet car il touche malheureusement de trop nombreuses filles victimes du coup de cet acte barbare qui est pour moi en tout cas, et je pense pour la plupart des gens, un véritable crime contre l'humanité. Je pense que vous l'aurez bien compris les amis, on parle de l'excision. Voilà, la mutilation, cet acte barbare. Du coup je pense qu'il faut qu'on parle un petit peu de l'historique de l'excision, qu'on le comprenne, ses bases, ses racines,
Et ensuite, on arrivera aux conséquences et à toutes les formes d'excision qu'il existe et voir quelles sont les solutions, bien évidemment. Parce que le but de ce podcast, c'est pas de dénigrer ou de critiquer pour critiquer, c'est d'apporter aussi une plus-value. Et je pense que c'est bien d'avoir un one-two punch homme-femme. Voilà, comme ça permet peut-être aux hommes qui parlent très peu de ce sujet voilà, de se sensibiliser. Et après, pour les femmes, je pense que c'est bien pour un message comme ça que ce soit porté par une femme. Donc du coup, pour le petit historique, donc les premières traces, c'est avec les Ptolémées, à peu près au IIe siècle, en tout cas les traces écrites avant Jésus-Christ. Du coup, il y a vraiment les auteurs grecs qui en ont parlé. On sait aussi que ça a été fait en Égypte, en Nubie, en Éthiopie, par une élite tout d'abord. Ensuite, ça a été repris par le peuple. Et ça s'est un petit peu, on va dire, ça s'est démocratisé un petit peu. Il y a eu l'influence du coup en Ouest-Afrique, en East-Afrique, et c'est rentré dans les coutumes. Aussi par l'apport religieux, entre autres. On sait aussi qu'au XIIIe siècle, certains médecins arabo-byzantins s'étaient rendus compte que les femmes non excisées avaient des problèmes pour tenir leurs ardeurs sexuelles. Donc du coup, ça a été fait à des fins misogynes dans cette période-là en tout cas. Et il faut savoir aussi que jusque dans les années 60, c'était fait en Occident, donc dans toute l'Europe de l'Ouest et du coup aux États-Unis, par des médecins, pour la plupart psychiatres, qui traitaient tout ce qui était hystérie, homosexualité des femmes, épilepsie, entre autres. Donc ça, il faut le savoir, que jusqu'à dans les années 60, c'était fait aussi en Occident, parce qu'on donne souvent cet acte barbare du coup, au monde sauvage, entre guillemets, africain, mais non, ça a été fait aussi en Occident. Comme je l'ai dit auparavant, au niveau des pays africains, et en termes de pourcentage, ils sont criants. Par rapport à les premiers pays, sont malheureusement l'un de nos pays d'origine, la Guinée, pour 90%, voire plus, mais en tout cas, il y a 90% qui sont recensés. En Somalie aussi, 90%, donc eux, c'est le duo de tête. Ensuite, on a 87% pour le Soudan, on a 87% pour l'Égypte. Et après, on a aussi en Asie, notamment en Indonésie, avec 75% de femmes mutilées. Donc, je pense que c'est quand même très important d'en parler. C'est un sujet qui nous touche particulièrement, notamment les Ouest-Africains et même tous les gens qui en sont victimes. Et je pense qu'il est important aussi de préciser un petit peu ce que l'excision pour ceux qui ne le savent pas. L'excision, en fait, c'est le fait... Alors, il y a 3 formes d'excision principales. Donc, il y a la première forme d'excision qui est l'ablation, en fait, partielle ou complète du clitoris. Ensuite, il y a malheureusement la seconde forme d'excision qui est beaucoup plus, on va dire, mutilante pour les femmes et qui concerne, du coup, le clitoris et les petites lèvres. Et ensuite, on arrive à l'infibulation, qui est le fait de retirer, donc, du coup, clitoris, petites lèvres et grandes lèvres. Et qu'on recoue du coup pour le plaisir des hommes, notamment en Somalie, mais peut-être dans d'autres pays. Donc, écoute, j'ai essayé d'être synthétique parce qu'il faut qu'on arrive au vif du sujet. J'aimerais savoir si tu avais des choses déjà à rajouter par rapport à ce que j'ai dit. Et sinon, du coup, quelle cause tu identifies du coup pourquoi on pratique cet acte en Afrique subsaharienne, en Guinée ou dans d'autres pays? Pour quelles raisons tu penses que cet acte est fait? Déjà, tout d'abord, merci pour toutes les précisions que tu as pu donner. On voit que c'est une pratique qui est universelle. Comme tu disais, ça ne touche pas que l'Afrique noire. Ça s'est fait en Indonésie, ça s'est fait aussi en Europe, même si c'est pour des raisons autres. Et je rebondis sur ce que tu as dit aussi sur le fait que c'était antérieur à la religion. Parce que des fois, quand on parle de l'excision, de la mutilation génitale féminine, on pense que c'est dû à un précepte religieux. Non, c'était déjà présent avant. Et après, oui, on peut maintenant aujourd'hui dire qu'il y a peut-être des arguments religieux qui vont légitimer cette pratique. Mais elle n'est pas religieuse, quoi. C'est ni catholique, ni chrétien, ni juif. Et par rapport à ce que tu disais aussi, le fait que cette pratique, elle était là un peu pour limiter, on va dire, le désir de la femme. On voit qu'il y a une connotation péjorative et une envie en fait de déposséder la femme de son propre corps. Et la misogynie qui dit ce corps, il m'appartient. Donc on va le réfréner à notre juste valeur. Je rebondis par rapport aussi aux formes d'excision que tu as bien listées et bien citées. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de la violence de ce que c'est, quand même, parce que c'est une mutilation génitale féminine. Ça veut dire qu'il y a des jeunes filles de moins de 12 ans, pour la plupart du temps, ou
des petites filles de 5 ans, qui très jeunes se font attraper. C'est des pratiques qui sont vraiment ancrées dans la société, d'accord? Tu parlais de plus de 97%, je pense, en Guinée ou sinon en Afrique de l'Ouest. Mais je veux dire que la plupart des jeunes filles, au début de leur vie, on va dire, se font exciser. Donc il y a une violence dans ça, et ça, il faut le notifier. Du coup, par rapport à ça, pour rebondir, donc on sait que, bon, nous on est du coup nés en France, mais donc du coup il y a beaucoup de filles nées en France qui peuvent être excisées, souvent en Afrique parce que c'est interdit en France et d'ailleurs c'est passable de peine de prison très, très dure, mais du coup on sait que on arrive toujours à trouver une solution et souvent les petites filles lorsqu'elles vont au pays, donc dans leur pays d'origine, sont excisées là-bas. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu dans quelles conditions c'est fait, ou c'était fait en tout cas, et quelles ont été peut-être les évolutions d'aujourd'hui, même si malheureusement je pense qu'en termes de règles d'asepsie c'est pas toujours parfait. Totalement. Et comme tu disais, en France, c'est interdit. Il faut savoir que quand même, en France, il y a des excisions qui ont été pratiquées. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui étaient là, clandestinement, qui faisaient ces excisions. Mais bon, la France a été carrée, ça a été dénoncé, donc je pense qu'il y a eu des peines qui s'en sont suivies. Et comme tu disais, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles qui vivent en France, qui sont ici de la diaspora, qui peuvent aller pour les vacances en Guinée, et en Guinée ou dans d'autres pays, mais puisque c'est totalement ancré, en fait, pour eux, ça fait partie des mœurs. Comment ça se passe, c'est que les mamans qui ont elles-mêmes subi quand même cette atteinte à leur cœur, à leur corps, pardon, qui les a profondément touchées, sont les premières en fait à reperpétrer, on va dire, cette pratique. Ce qui est fou, c'est que en fait, les victimes d'hier deviennent les bourreaux de demain. Totalement. C'est ce qui est fou un peu dans ce... Oui. Et ça a été complètement pris par les femmes, quoi. Ça veut dire que les hommes sont exclus de ce débat, même s'ils sont, voilà, ils sont, on va dire, complices de cet acte barbare. Il y en a qui ne le prendront pas frontalement, mais c'est quand même des pratiques, et ça on le sait, on parle de l'excision, et je pense que tu auras l'occasion d'aborder d'autres sujets qui sont hyper tabous, on va dire, un peu dans la communauté afro. Mais l'excision, c'est les femmes, les premiers bourreaux, les premières à faire souffrir d'autres femmes, ce sont les femmes qui elles-mêmes vivent et se sont construites avec, on va dire, ces traumatismes. Donc pour dire aussi, il y a toute une pression aussi familiale. Parce que ce qu'il faut comprendre avec l'excision, ça il faut l'expliquer, c'est que c'est un signe aussi de noblesse, je ne sais pas comment je pourrais dire. Une fille qui est excisée dans ces communautés-là, c'est une fille qui est pure en fait. Et qui est mariable. Et qui pourra être mariable et qui pourra aussi préserver sa virginité. Parce qu'on ne va pas se mentir, pas de tabou. Et sa fidélité dans le mariage surtout. C'est ça, déjà sa virginité, et elle n'aura pas d'appétit sexuel, et elle n'ira pas aller voir ailleurs, ou sinon ce ne serait pas comment je pourrais dire ça, une fille qui est jamais satisfaite, on va dire. Et du coup, pour revenir à ce que tu disais, peut-être des jeunes filles qui étaient en France et qui se retrouvaient dans leur pays d'origine et où cette pratique était mise en place, c'est que pour la plupart des filles, donc moi j'ai eu pas mal de témoignages, ce sont des personnes, en fait c'était normal. Leur cousine, c'était quelque chose qui se faisait. On allait au pays et on allait nous faire quelque chose. J'ai eu des récits vraiment assez scandalisants, où quand même c'est une enfant qui arrive, il y a des personnes de forte compétence qui arrivent, qui les écartèlent concrètement, parce que la personne, il va falloir l'immobiliser. On n'est pas dans l'anesthésie générale. En gros, il y a 4 personnes qui vont venir prendre la fille par chaque membre, les 2 bras et les 2 jambes, et une personne qui va effectuer l'excision. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez marquant et d'assez choquant. Il faut savoir que cette pratique, elle a aussi des risques. Il y a des risques d'infection, d'hémorragie. Comme tu me disais, comment en fait cette pratique a peut-être un peu évolué. On va dire que ça s'est peut-être médicalisé dans quelques endroits, mais bon, ça reste quand même de la Et c'est quelque chose qui est très fréquent. Et comme tu disais tout à l'heure, ou je ne sais pas si c'est moi qui avais dit ça, c'est par rapport en fait à l'honneur de la femme, de se dire qu'elle est mariable, de se dire qu'elle est pure. C'est-à-dire que les gens, malheureusement, sont dans un conditionnement où ils ne se rendent pas compte de la gravité qui est l'excision. Parce que là, du coup, voilà, il faut savoir que, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit et merci pour l'intervention. Effectivement, c'est un acte qui est très barbare, qui est rarement fait dans des règles d'asepsie totale, donc d'asepsie d'hygiène totale en gros. Il faut savoir qu'il y a eu, même par rapport au sida, il y a eu des personnes qui ont eu le sida parce qu'en gros, il est arrivé en tout cas à une certaine époque, dans les années 80-90, voire peut-être aujourd'hui encore, j'en sais rien, des femmes qui utilisent du coup
le même outil pour mutiler du coup pléthore de filles. Donc au niveau des conséquences aussi, malheureusement, il y a des problèmes au niveau des menstrues, il peut y avoir des problèmes obstétricaux, des problèmes lors de l'accouchement. Il y a beaucoup pléthore de problèmes, il y a énormément de problèmes, de séquelles que ça peut laisser. Et effectivement, c'est des femmes qui ont intériorisé la chose et pour elles, en fait, elles ne sont même pas victimes. C'est ça qui est fou, pour certaines en tout cas. Elles ne se rendent pas compte des conséquences. Et elle pense, moi j'ai été au pays il n'y a pas longtemps, elle pense que si elle n'était pas excisée, elle ne serait pas des femmes dociles. Désolé de dire les termes, mais il faut qu'on dise les termes, il faut qu'on dise les choses. Et c'est quand même dramatique d'en arriver là. Après, en termes de... Là, tu as commencé à parler un petit peu des conséquences physiques. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre les femmes qui le subissent, africaines, entre guillemets, et du coup les Français ou les Occidentaux d'origine africaine? Est-ce que tu penses qu'en termes de séquelles dans leur vie future, est-ce que tu penses que ça a plus de conséquences chez les Occidentaux d'origine africaine qui vont subir l'acte du coup dans ce pays d'origine-là, ou tu penses que c'est les mêmes conséquences et c'est les mêmes impacts tant sur le plan physique que sur le plan mental surtout? Les conséquences, on va dire, physiques, elles sont les mêmes. Comme tu parlais, il peut y avoir aussi des infections. Il ne faut pas oublier qu'il y a des jeunes filles qui meurent suite à des infections ou des hémorragies, quand même. Ça, il faut quand même le souligner. Il y a, comme tu disais, l'incontinence, les problèmes avec les menstrues, au moment des rapports sexuels. Je pense que physique peut être pareil. Je pense que l'impact est différent. Pourquoi? Que les jeunes qui sont nés au pays et qui normalisent en fait l'excision, pour elles, c'est le cheminement. Tout le monde se fait exciser, tout le monde le normalise. On va dire qu'il y a en fait un conditionnement. Donc c'est normal, c'est peut-être une souffrance, mais tout le monde l'a été, c'est intériorisé, c'est comme ça. Ce qui se passe avec les personnes souvent qui vivent, on va dire, en Occident, qui vivent en France, on a ce métissage quand même. On a le côté peut-être culturel, où on vit dans une culture, mais on a ce côté-là aussi, où on connaît un peu son intégrité physique, son corps, quelque chose qui est interdit en France. Et souvent, les personnes, comme tu disais tout à l'heure, elles ne conscientisent même pas qu'elles sont victimes de mutilations génitales féminines. Mmh. Mais après, il y a des choses qui font que nous, et je ne vais pas généraliser comme ça, mais je pense que en France ou dans les pays occidentaux, on a un peu plus cette mentalité de dire psychologiquement on va se poser des questions, ou peut-être on va voir des reportages, ou peut-être en France, puisque c'est condamnable, on va se dire que c'est pas normal. Et des fois, cette prise de conscience fait que, psychiquement parlant, il peut avoir peut-être plus d'impact. Mais je pense que cet impact aussi psychique, il est sur toutes les femmes. C'est tellement une violence, c'est tellement une agression qui est tellement barbare, qui est tellement douloureuse, qui est dans la chair quand même d'une personne, que c'est juste que les manifestations elles peuvent être plus ou moins différentes. Les personnes ne vont peut-être pas se rendre compte dans le pays, mais elles vont quand même grandir et mûrir avec une souffrance en fait, qui tôt ou tard en fait, va éclater, ou sinon la personne va la subir. Mais je trouve qu'il y a un déséquilibre qui se crée. Et c'est important aussi d'élever les consciences sur ça. Ok, très bien. Écoute, là, je pense que tu as été clair par rapport au fait de se sentir mariable quand même. Voilà, et dans des pays comme, on sait très bien que les familles qui refusent du coup que leurs filles subissent cette excision, elles peuvent être ostracisées, mises de côté, et du coup, et les filles du coup ne pas être mariables quoi. Donc on en est là. Et il faut savoir que malgré le fait que, comme je l'ai dit lors de l'introduction, que ce soit interdit, c'était encore un acte qui est réalisé parce que voilà, il y a toutes les... Maintenant, malheureusement, il y a au niveau des chefs traditionnels ou même des chefs religieux, il y a, moi, de mon point de vue, peut-être une utilisation de la religion, de certains textes qui sont pas forcément réels, qui disent que ce serait une norme de pratiquer cet acte. Bon, très bien, on a parlé un petit peu de tout ce que ça pouvait occasionner sur le plan physique. Voilà, vous nous excuserez si on oublie certaines séquelles que ça peut occasionner. Maintenant, j'aimerais t'as commencé à en parler un petit peu sur le plan mental, sur le plan aussi de la vie sentimentale, du rapport au corps. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Par rapport à l'excision, qui est quand même une agression où on te dépossède de ton corps, c'est-à-dire que je pense que les femmes, de manière générale, par rapport à leur propre corps, il y a un impact qui se fait. Parce que c'est comme si on te dit à ton âge tout petit, cette partie qui est ton intimité, qui est, on va dire, ton trésor caché, on la prend, on le mutile et on n'en parle pas. On expliquerait. Donc il y a deux choses qui font que je pense que l'excision ça pose un problème, mais par rapport à aussi un manque de, comment je pourrais dire, un manque d'échange, le côté que ce soit tabou, ça fait que les personnes qui ont subi l'excision vont avoir un impact dans leur vie de jeunes filles, d'adolescentes, de femmes
d'épouse et de mère, parce que c'est une femme, on va dire, qui a été violentée et brutalisée. Donc il y a énormément de personnes en fait qui peuvent souffrir de vaginisme. Donc les conséquences en fait elles sont très très conséquentes et très très importantes. Et même au-delà de ça, le clitoris, selon le degré d'accident qui a été fait et selon le clitoris de chacune, il peut avoir un impact aussi sur le désir sexuel. Du coup, même dans ta vie de couple, si en fait l'opération, le clitoris est totalement enlevé, ben, au niveau de l'envie en fait sexuelle, mais il sera moins. C'est-à-dire qu'il y a quand même un décalage. C'est-à-dire que des fois, les femmes vont avoir l'impression d'être juste un objet pour satisfaire un désir sexuel, mais il n'y a pas cet échange. Il n'y a pas cet échange, il n'y a pas cette communion des corps. Et du coup, je pense que, comme je disais, la femme, en fait, est totalement dépossédée de son corps. Parce qu'en fait, il a été brutalisé. Et je trouve que ça crée quand même des jeunes femmes et des adultes pas mutilés, mais pas dans le sens mutilé physiquement, mais mutilés dans leur... Psychologiquement aussi, mentalement. Et dans leur corps, quoi. Dans leur cœur, pardon. Voilà. D'accord. Je ne peux pas minimiser cet impact. Ouais. C'est très bien quand même que tu parles d'un sujet aussi tabou et aussi violent, de manière forte comme ça, en plus venant d'un homme. Non, mais je pense que c'est important. Chapeau quand même. Maintenant, j'aimerais parler du coup... bon, on sait très bien que là, du coup, je suis plus axé, on va dire, sur les Français ou en tout cas les Occidentaux d'origine africaine qui ont pu subir cet acte. Est-ce que tu penses que dans le rapport mère-fille, ça peut casser quelque chose? Est-ce que tu penses qu'il y a des femmes qui aujourd'hui en veulent terriblement à leur mère, ou est-ce que tu penses que c'est des femmes qui comprennent que en gros leur mère a subi aussi la même chose et donc du coup sont plus dans la compréhension? Par quelle phase tu penses qu'on peut passer lorsqu'on a subi malheureusement cet acte ignoble? Pour avoir échangé avec plusieurs personnes sur cette thématique-là, je pense que c'est propre à chacun. Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, souvent les femmes c'est les premières victimes, mais ça devient les premiers bourreaux du coup. C'est elles en fait qui font subir les violences. Bien sûr. Mais quand même, on se dit qu'en tant que mère, on se doit de protéger nos enfants. On se doit aussi de dire non à certaines choses qui ne sont pas tolérables. On se doit aussi de briser les chaînes et de dire on évolue avec le temps. Donc je pense qu'il y a des personnes qui prennent vraiment du recul et qui ne conscientisent peut-être pas que l'excision, c'est une mutilation et que c'est vraiment une agression et qu'il faut se révolter contre ça, et qui vont normaliser, et peut-être d'autres qui sont nés en France, qui ont été excisés au pays, qui ont elles-mêmes des enfants en France, il y en a peut-être qui vont se dire l'excision, je pense qu'il y a un intérêt parce que oui, parce que ça, ouais. Dans leur tête, c'est voilà, elles trouvent ça. Elles ont eu l'emprise mentale, l'éducation et tout, qui fait que elles comprennent et qu'elles justifient l'acte. C'est ça. Il y en a certaines, et ben voilà, on va être révoltées, elles vont se dire qu'en gros, elles étaient trop jeunes pour se défendre et que leur mère, ils ont laissé en pâture, et en fait qu'aujourd'hui, elles sont détruites quelque part. Et elles vont en vouloir à leur mère. Et des fois, il y en a, ça va être frontal, elles vont en parler, il y en a, non, mais elles vont pas en parler parce que c'est tabou, mais elles auront quand même cette amertume. Et elles-mêmes, quand elles auront leur fille, elles diront non, jamais. Donc elles seront vraiment calmes. Il y a des mères aussi, c'est ça, il faut le souligner. Il y a des mamans aussi qui ont subi l'excision dans les années peut-être 70-80, qui était peut-être une excision, je pense, encore plus brutale et traumatique qu'aujourd'hui. Et qui ont peut-être excisé leur première fille, qui ont peut-être 30 ans, 35 ans aujourd'hui, mais que leur dernière fille de 15-20 ans, elles se sont dit non. Je connais les mamans, vraiment, et qui ça, sont ça, il faut le dire. dans ça, qui se sont dit non, c'est trop de violence. Nous, on a subi ça, on a fait l'erreur, on n'a pas été assez forte les premières années, nos premières, mais les dernières, non. Moi, j'accise pas ma fille. Et ça, il faut le souligner. Oui, il faut le souligner, parce que ça, on n'en parle pas assez. Très bien, merci. Du coup, au niveau des hommes, moi, j'aimerais aussi vous parler des hommes, parce que, bon, voilà, je suis un homme, et je pense que c'est important d'en parler aussi, de sensibiliser les hommes, et de voir aussi quel degré de responsabilité tu donnerais aux hommes. Parce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit précédemment, donc du coup eux ils sont complices, on va dire, des actes, mais c'est aussi demandé par certains hommes. Il y a certains hommes qui, moi pour la petite anecdote, lorsque j'étais au pays, certains hommes m'ont expliqué que du coup déjà ils m'ont dit que j'étais très dangereux, qu'il fallait que je fasse attention, sinon je peux avoir des gros problèmes par rapport à ce sujet-là. Et ils m'ont aussi précisé que bon, pour la plupart c'est des polygames ou qui visent à la polygamie, on va dire. Et ils m'ont expliqué que
une femme non excisée n'était pas une femme qui pouvait se tenir, un peu comme les médecins arabo-byzantins du XIIIe siècle. Du coup, quel est le rôle de l'homme dans tout ça, de ton point de vue? J'en aurai peut-être le mieux après, mais sauf s'il se complète, mais quel est ton point de vue? Je pense que les hommes, ce n'est pas peut-être eux qui tiennent le bistouri ou la petite machette, mais ils sont tout autant complices. Parce que quand on disait qu'une femme n'est pas mariable, il y a des hommes aussi qui refusent et qui refuseront une femme qui n'est pas excisée. Voilà. C'est toujours facile aussi de mettre les femmes un peu devant pour faire le sale travail et de se laver les mains en se disant bon, moi je ne suis pas forcément pour, mais en même temps si la personne n'est pas excisée, tu ne l'accepteras pas. C'est vrai que cette petite donc il y a une Et aussi on est dans ce conditionnement où on se dit pour certains présents et après je vais préciser pour l'excision mon avis. Je trouve que c'est une pratique barbare, je suis totalement contre. Et peut-être ça, on en parlerait peut-être tout à l'heure. Des personnes qui sont adultes, une femme qui est adulte, qui a 20 ans, qui a 18 ans, qui est majeure et consciente et qui décide de s'exciser parce qu'elle trouve que ça va l'aider dans sa vie, c'est son propre choix. Ça, c'est notre cas. Mais par rapport au fait des excisions qui sont faites sur les petites filles, sur les femmes, les hommes sont tout autant coupables. Et souvent, quand on voit les justifications, c'est pour satisfaire l'homme ou tenir un peu en laisse, entre guillemets, la femme. Ok, oui, écoute, je partage ton avis. Je pense qu'il y a une grosse ingénierie des hommes. Je pense qu'il y a une grosse ingénierie des hommes qui est faite à ce propos et que pour moi, ils sont tout aussi complices, si ce n'est plus même, parce que dans le sens où il y a une ingénierie qui est clairement faite par eux pour contrôler leur foyer et ils savent très bien qu'en excisant une femme, on joue sur son désir sexuel et donc du coup forcément sur sa fidélité, même s'il arrive à des femmes excisées de tromper probablement. Ok, très bien, c'est intéressant. Et voilà, et ensuite ce que je voulais dire à ces hommes-là, c'est que si vous êtes sûr de votre kata et de votre karaté, mais les amis, assumez vos femmes non excisées. Voilà, c'est une petite parenthèse, pardon de l'avoir jeté, parce que je sais que tu es quelqu'un de très pudique, mais bon, moi je trouve ça aberrant. Après, tous les hommes ne sont pas comme ça. Non, bien évidemment. Je tiens vraiment à le souligner parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui prennent position, pas forcément frontalement parlant comme ça, mais qui sont hyper sensibles à cette pratique parce qu'elle a un impact aussi sur la vie d'un homme. Bien sûr. On peut se dire oui, c'est pour la fidélité de la femme, mais après, au niveau intime, c'est très très compliqué aussi des fois d'avoir une vie intime, on va dire, épanouie avec une femme qui a été excisée. On parlait de l'infibulation qui se pratiquait en Somalie. Pour revenir sur cette pratique, c'est qu'on coupe le clitoris, on coupe les petites lèvres et on coupe les deux grandes lèvres entre elles. On laisse juste un petit trou pour laisser, on va dire, l'urine passer, et aussi pour les menstrues. Il faut savoir que dans ces pays-là, ou dans les pays où on fait l'infibulation, on va dire qu'on ouvre les lèvres au moment du mariage. C'est-à-dire au moment du mariage, on va prendre une machette, et désolé d'être cru, ça va peut-être choquer les gens, mais le sujet est tellement barbare que moi je peux pas mettre des gants. On va prendre une machette et on va ouvrir les lèvres de la jeune fille, et après elle va devoir se marier. Il y a beaucoup d'hommes en Somalie qui ont dénoncer cette pratique parce que ils se marient, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence et de la barbarie de la chose. On te voudra vif et en plus de ça, on doit avoir un rapport tissu. Il y a des hommes qui ont pris position dans des pays qui ont dit qu'ils ne sont pas pour ça. Moi, j'ai vu des reportages aussi sur ça où des hommes prenaient position, disaient que c'était pas normal. Et il faut le dire aussi, il y a certains pays aussi où les guides religieux aussi ont pris des positions pour la Mauritanie, où ils ont pris des fatwas où ils disaient que voilà, cette pratique, en gros, n'était pas dictée par la religion. Donc ça, il faut le dire quand même, qu'il y a cette prise de conscience. Comme on a dit, il y a des pays aussi, comme on parlait de la Guinée, qui est un pays aussi où il y a beaucoup d'excisions. Je pense que depuis 2016, il y a une loi qui disait que l'excision était interdite en Guinée. Clandestine. Et là, je pense qu'il faut se réveiller quand même et se dire que, voilà, une chose peut être interdite, la loi peut nous interdire de faire une certaine chose, mais si en fait, les personnes ne sont pas conscientes de la gravité et qui ne font pas ça par conviction et par envie, on ne pourra jamais éradiquer l'excision. Clairement. Non, mais je suis complètement d'accord, j'abonde dans ton sens, honnêtement, je n'ai rien à rajouter. C'est bien que tu précises, bien sûr, parce que moi, j'étais à charge contre les hommes, effectivement. C'est bien qu'il y ait des imams. Justement, tu as introduit, la question qui va suivre. C'était par rapport aux solutions qu'il existait. Et voilà, donc effectivement, tu as raison de mettre en avant tous ces hommes qui lèvent la voix pour s'ériger contre cette véritable barbarie.
qui touche voilà, nos jeunes filles, mais qui a touché sûrement nos mères ou nos grand-mères. Et je pense que c'est important de le dire. Maintenant, malgré qu'il y ait quelques hommes qui en parlent, malheureusement, on va dire que la masse reste quand même fortement conditionnée à cet acte et qu'il y a encore pléthore de choses à faire. Donc, j'arrive du coup à ma question. Qu'est-ce que tu penses qu'il peut y avoir comme... qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vraiment mettre fin? Parce que la loi, ça marche pas. On sait très bien que, surtout en Afrique, les lois sont très peu respectées, pour ne pas dire pas du tout. Je rappellerai que voilà, la polygamie est interdite dans les lois guinéennes, mais qu'elle se fait. Hein. Du coup, qu'est-ce que tu penses qui peut être mis en place en France, quand même, je veux dire, avec la loi qui est quand même qui est là, et donc là aujourd'hui, on sait très bien qu'une femme qui prend le risque d'exciser une jeune fille en France, elle prend des risques inconsidérés. Mais non, on sait très bien que voilà, en Afrique, il y en a des gens qui amènent leurs enfants. Donc, qu'est-ce que tu penses qu'on peut mettre en place? Comme tu disais, c'est une pratique qui peut être interdite, mais si les gens ne se rendent pas compte de la réalité, ça sert à rien. On peut dire que c'est interdit. Bon, je ne vais pas dire que la loi guinéenne ou la loi somalienne ou quoi, elle n'est pas respectée, mais en fait, il faut qu'il y ait une prise de conscience vraiment collective. En fait, il faut que ça se joue dans le cerveau. Il faut que ça se joue dans le cerveau, ça va passer par la sensibilisation, vraiment. Et c'est pas genre on va venir comme les personnes qui viennent de l'Occident, moi je viens de la France, ça c'est interdit, c'est grave, vous ne respectez pas l'intégrité physique des enfants, des femmes, c'est une violation du droit international, si on est comme ça va pas marcher. Il faut que la population qui fasse ça, qui normalise cette pratique, se rende compte et se fasse un travail elle-même. Ça passe par la sensibilisation et l'information des risques de l'excision, de l'impact que ça peut avoir. On peut passer par les écoles, on peut passer par les hôpitaux, on peut passer par les médias, on peut passer par aussi les politiques. Bien sûr. Il faut que les guides religieux... Le cinéma, le théâtre. Le cinéma, le théâtre. Il faut qu'aussi les aînés, on va dire, les aînés, les chefs du village, les guides religieux, les grands-pères, enfin ceux qui aussi, parce qu'on est dans des cultures aussi où on respecte beaucoup les aînés, eux prennent conscience. Donc il va falloir déconstruire aussi tout ce qu'ils ont pu vivre et discuter avec eux et qu'en fait ce soit initié par eux-mêmes. Il faut que les femmes aussi, qui sont les mères, qui sont les premiers pour eux aussi, se rendent compte de la chose. Que les jeunes filles aussi sachent qu'il faut aussi en parler et éduquer les plus jeunes. Et on sait que c'est interdit par la loi, il faut aussi saisir, même si on peut dire que la justice du pays est corrompue ou elle n'existe pas, il faut aussi se renseigner et savoir que il y a des recours à faire, il y a des actions de sensibilisation à faire. En fait, on ne peut pas faire contre, on doit faire avec et évoluer petit à petit. Parce que c'est une pratique qui tue des jeunes filles qui perdent la vie, mais qui tue aussi une partie des femmes qui vont grandir et vivre avec ça. Écoute, c'est parfait, hein. Moi je n'ai rien à rajouter. Je pense voilà, je suis d'accord avec toi, je ne vais pas paraphraser, il faut vraiment qu'il y ait un débat. On connaît le poids aujourd'hui des chefs traditionnels, des chefs religieux en Afrique. Ce sera que par eux, si on veut qu'il y ait une réelle avancée, et surtout ne pas venir avec dans un paternalisme occidental, parce qu'on n'y arrivera pas comme ça. Mais il faut prendre conscience quand même qu'il y a beaucoup de shekels chez ces femmes qui n'ont rien demandé et qui voilà sont, on va dire, quelque part, c'est malheureux à dire, mais c'est une réalité, qui sont dépossédés de leur corps en fait lors de cet acte barbare qui a des conséquences dramatiques. Écoute, je te remercie pour ce podcast, le podcast le plus important. Honnêtement, voilà, le passage sur les Somaliennes, sur l'infibulation, ça, même si je sais ce que c'est, mais ta description m'a vraiment touché et marqué. J'aimerais te donner du coup le mot de la fin, si tu peux donner un petit mot de la fin à toutes les jeunes filles, à toutes les femmes aussi, parce qu'il y a des femmes ou même les mamans ou grand-mères qui ont subi cet acte. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire et qu'est-ce que tu pourrais dire aussi pour sensibiliser sur la chose et que j'espère ça s'arrête un jour, même si ça va prendre du temps, il faut en être conscient. Déjà, moi, ce que je pourrais te dire, c'est te dire merci, parce que là tu touches à un sujet qui est quand même très profond, très problématique et surtout très 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 tabou. Hein, je sais pas si tu vas te faire taper sur les doigts ou avoir c'est sûr que, mais des fois il y a des choses, voilà, il faut mettre les pieds dans le plat, il faut les dire, il faut les assumer. On est dans une dynamique de bienveillance, on est dans une dynamique de sensibilisation, on est dans une dynamique où on met le doigt sur quelque chose de très grave qui détruit les vies.
Moi, ce que je pourrais dire aux jeunes femmes, aux petites filles, aux jeunes femmes, aux mamans, aux grand-mères qui ont subi ça, de dire que c'est pas une fin en soi et qu'on peut être forte et qu'on peut lutter contre ça. Et qu'il faut qu'on arrête avec ce tabou, cette diabolisation. Du fait de dire que si tu n'es pas excisé, tu n'es pas mariable, tu es un paria. C'est pas ça qui va nous exclure de la société. Donc il faut en parler. Il faut que les gens aussi, les langues se délient. Les gens qui ont subi de tels traumatismes, ne pas les garder. Il faut savoir qu'en France, et même dans des pays, vous pouvez parler avec des personnes. Il y a des spécialistes aussi qui peuvent vous accompagner pour ça. Bien sûr. Je pense à tout ce qui est santé mentale, parce qu'il faut dire aussi que dans notre communauté, les problèmes mentaux, là, ça n'existe pas. Ouais. On est trop faible, on n'est pas assez patient. On est occidentaux, on est des blancs. On est blancs, ça on connaît. Non. Il y a des personnes, parce que c'est une pratique qui est très, très compliquée, très barbare, et qui a des conséquences sur toutes les strates de nos vies. Donc, voir un spécialiste psychologue. En parler aussi avec des gynécologues, des sages-femmes. On peut voir des personnes qui peuvent aussi voir par rapport aux femmes qui ont été excisées. Est-ce que l'excision en fait a été trop profonde? Il peut avoir une voie chirurgicale. J'allais venir. Ça peut aussi dire que l'excision, en fait, le clitoris n'a pas trop été impacté. Donc là, aussi psychologiquement, on peut dire on m'a enlevé quelque chose, mais peut-être que là. Ça peut passer aussi avec des sages-femmes, des cours aussi de rééducation, on va dire, du périnée. En fait, de retrouver aussi une repossession de son corps et qu'on se réconcilie avec soi et son corps. Et soi et son corps. Voilà, écoute, très bien. Et voilà, je voulais dire, pour prolonger ce que tu as dit, effectivement, il y a des reconstructions qui sont possibles. Et effectivement, il y a pour d'autres personnes, même s'il n'y a pas de reconstruction physique, il y a toujours une reconstruction mentale et psychologique qui est très importante. Donc j'invite vraiment toutes les femmes qui ont subi cette atrocité, qui sont des victimes, et uniquement des victimes, d'essayer de se rapprocher du coup de structures adaptées aussi à leur double culture pour la plupart, adaptées à leur réalité. Et je pense que c'est comme ça qu'elles vont reprendre possession de leur corps, même si pour moi la tâche restera quand même indélébile. On peut vivre avec. Malheureusement, on peut pas retirer l'atrocité de la chose, mais on peut essayer de mieux vivre avec. Voilà, donc n'hésitez pas à faire le boulot. Et je pense que même si ça touche les femmes et que c'est fait par des femmes, je pense que c'est important aussi que les hommes en parlent et sensibilisent sur la chose parce que c'est une atrocité. Hein. C'est une atrocité sans nom, et je suis quand même touché et peiné parce que voilà, je vais pas raconter ma vie, mais je pense que c'est important de préserver notre descendance féminine de toutes ces choses-là, parce que ça peut avoir des graves conséquences. Voilà, moi j'ai rien d'autre à rajouter. Si tu as un truc à rajouter. Bon, ce que je pourrais rajouter, c'est un sujet qui est peut-être grave et lourd, mais rester optimiste et se dire que voilà, malgré chaque épreuve qu'on peut avoir, il y a toujours une solution, on rebondit, on en ressort grandi et plus fort et plus forte. Ok, voilà. Merci à vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager les amis, et surtout à sensibiliser vos entourages, c'est le plus important. On est ensemble, la team Alton, rien ne bouge. Merci à toi Nesta, prends soin de toi et merci d'être venu et d'avoir participé à ce podcast. Merci. Et salut.